On est au tout début des années 90, le rap français n'est encore qu'une lueur dans les yeux de son père américain. Débarquent NTM, IAM, Solar et puis un groupuscule aux portes de Paris. Les Zoulous envahissent la ville, comme disaient les journaux à l'époque. C'était le Ministère Amer, un groupe qui a fait fureur, qui a fait 2 albums et qui a disparu. Enfin, disparu pas tout à fait, puisque ces acteurs ont continué leur long chemin dans l'univers rapologique. Et l'un d'entre eux, c'est Stomy Bugsy, depuis devenu l'ami de Mattei, acteur, rappeur solo, plein d'autres choses. Stomy, on est ravis de te recevoir dans Le Rewind, sonvideo.com. Olivier Cachin, quel honneur d'être là. Merci, merci. Eh ben, écoute, merci à l'équipe, merci à tout le monde. On va passer un petit moment ensemble. Et puis, donc, j'évoquais effectivement ces années de Ministère Amer. Alors, c'est vrai Bien que sûr. aujourd'hui, le rap français est une musique qui fait beaucoup de chiffres, beaucoup de streams. Les salles sont remplies. Tout le monde a l'air d'avoir accepté cette musique qui a été quand même rejetée pendant longtemps. Rappelle-nous un petit peu quelle était l'ambiance quand, avec Kenzie, le mentor, Passy et puis Moda au tout début, vous avez démarré cette aventure de Ministère Amer dans Sarcelles 95-200. Bah déjà, comme je le dis souvent, j'étais à l'école avec Passy, on se connaît depuis le bac à sable. On était à l'école ensemble, on se connaît depuis la primaire. Donc on rappait déjà, et il y avait cette effervescence avec le hip-hop. Sarcelles, c'était, surtout les Flanades, c'était pour moi la mecque du hip-hop, quoi, tu vois. Ça breakait de partout, il y avait du rap de partout, du break, du smurf. Et carrément, moi, quand j'étais petit, l'école, je calculais pas, je me baladais avec mon ghetto blaster, des fois avec mon carton, mon lino, je séchais les cours, je cachais mon lino en primaire, au CM1, au CM2, je le cachais dans l'école pendant la cour de récréation, boum, tout le monde allait jouer, moi j'allais prendre mon lino, je le détruisais dans un coin de la cour et je breakais, tu vois, j'étais foutu du hip-hop. Et c'est comme ça que je suis devenu Stomy Bugsy. J'étais Gilles le petit cancre, comme je le dis souvent. Et le hip-hop, le rap a fait de moi ce que je suis. Ça m'a donné ma force, bien sûr, avec l'amour de mes parents, spécialement de ma mère, qui m'a toujours donné la force. Mais donc après, ça c'est quand je suis petit, CM1, CM2, comme j'ai redoublé deux fois, donc des fois je suis un peu... Quel âge j'avais en CM2? Passy, lui, il était déjà dans 2 classes plus haut, et moi j'étais encore. Donc après, quand je l'ai rattrapé au collège, on continue à breaker et tout ça. Et après, moi, vers 15 ans et demi, 16 ans, je ne me rappelle pas, ma mère a dit, bon, elle sent que je commence à faire des gardes à vue, elle commence à sentir que son fils, ça va mal aller. Elle se dit, bon, on va partir de la banlieue, on va partir de Sarcelles, mon fils, on va aller à Paris. Avec son travail, ils lui ont trouvé un logement. On va aller à Porte de la Chapelle. Ouais. Elle savait pas que Porte de la Chapelle. Donc on arrive à Porte de la Chapelle. C'est comme imagine un mec comme moi qui sort de banlieue, qui est en flamme, qui est en feu, qui veut tout exploser, les trucs. Je me retrouve à Porte de la Chapelle la nuit, le métro ouvert jusqu'à minuit, les magasins ouverts, les voitures qui passent. Les prostituées, le crack, les macs, des bandes qui se forment, tout ça. J'arrive, je suis excité, je suis Paris la nuit, tu vois. C'est pas, j'arrive, je suis dans une zone dortoir. Là, c'est ouvert. Et moi, je suis comme ça. Ah. Magnifique. Donc, j'arrive là-bas. Déjà, je quitte de Gare Sarcelles, je quitte mon gang, les B-Boy Gang. Donc, je me retrouve à Porte de la Chapelle. Donc, j'arrive un peu triste là-bas. Au début, je connais personne. Et finalement, comme je suis habillé Kangol, tout ça, nanana. Et je suis à l'école à Gérard Philippe. Encore, je suis à l'école. J'arrive dans la cour de récréation. Et je vois la cour de récréation. C'est une cour de prison. Il n'y a pas de bois, il n'y a pas de verger, il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas de chien errant, il n'y a pas de gitan, il n'y a pas de truc. Moi, à Sarcelles, avant à Chantraine, mon collège, il était dans un verger. Ah oui, ça change la d'ambiance. cour de récréation, c'est genre, c'est à perte de vue. C'est à perte de vue. Là, je me retrouve à Paris, un truc incroyable. Je me dis, non, je ne vais pas pouvoir rester si longtemps. En plus, j'arrive avec ma Kangol. La directrice, elle me dit, faut enlever cette cloche de Pâques sur votre tête, là, hein. Tout de suite, faut l'enlever. Comment elle me parle comme ça? Je dis, non, je vais l'enlever quand j'arrive dans la classe, madame. Non, pendant la cour de récréation. Mais quel rapport? Oh non, faut l'enlever. J'ai dit, bon, vas-y, je vais pas tenir longtemps. Déjà, à Sarcelles, sans mes bulletins, il y avait écrit... L'autre jour, j'ai retrouvé un bulletin chez ma mère, mes bulletins d'école. Qui est-il?
Nous ne le connaissons pas. Qui est cet extraterrestre? d'accord. Des trucs, je l'ai encore, le truc. Le sécheur, serial Ouais, mais qui sécheur. est-il, genre Ah là là. Donc, j'arrive à Paris. Après, finalement, je rencontre dans le métro, notamment Schwaz, Adi, qui repose en paix, le grand frère de Schweizer, des Rangeurs. Adi, et on commence à former les RCA. Les RCA avec Space, avec plein de mecs de Marcadet. Recherché pour avec- crime et attentat. Voilà, ça fait RCA, tu connais bien. On commence à former les RCA et tout. Hein. Donc, je commence à avoir mon gang aussi dans le 18e, donc je suis content. Donc, Porte de la Chapelle, Boulevard Ney, Marcadet, Porte de Clignancourt. On a tout ça. Donc, je commence à embrasser le 18e, tu vois. Mais je fais toujours des allers-retours avec Gare Charcel. Parce que là-bas, il y a Bombay Boy Gang, il y a les Fresh Boys. Voilà, il y a le Passy, dortoir des grands de la banlieue nord, voilà. comme disait Kenzie. Exactement. Donc je suis attaché à Sarcelles. Moi, je descends quand même avec le 250B. Je descends tout le temps à Sarcelles. Et un soir, à Porte de la Chapelle, j'écoutais Dynasty, Radio Nova, et j'entends Passy. Radio Nova, mise en scène avec le grand Lionel G qui repose en paix. Dynasty qui met des disques et Lionel G qui fait le MC, qui nous donne la parole, qui donne la parole au MC, qui improvise aussi, qui gère qui canalise cette énergie incroyable, magnifiquement bien. Parce qu'il avait ce truc de grand frère, et en même temps lui-même était MC, donc il pouvait te recadrer au micro, te mettre à l'amende aussi, en direct. Et c'était incroyable, cette énergie entre lui et Dynasty. Et nous, on était jeunes, on écoutait tous ces rappeurs qui passaient et qui déchiraient. Et un soir, j'allume la radio et j'entends Passy qui fracasse avec Moda. Alors que c'est mes potes, c'est mes sauces. Et j'entends Passy, je dis non, c'est pas possible. Faut que je retourne au rap. Et je me mets à écrire 4 textes en pagaille en une semaine. Et je déboule et j'appelle des potes de Sarcelles, des B-Boy Gang. Je dis venez, on déboule à Radio Nova. Ils viennent me chercher avec une voiture pourrie. On va arriver à Radio Nova et on sonne. Et voilà. Et là-bas, il y a. Je ne sais pas si ce jour-là, il y avait Kenzie ou pas. En tout cas, j'arrive, boum. Et il y a plein d'MC autour de la table. Et moi, c'est la première fois que j'arrive à Radio Nova. Je dois avoir 17 ans et demi, ou je ne sais pas quoi. J'arrive et j'ai plein de feuilles. J'ai toujours rappé un petit peu. Mais là, tu vois, j'ai des textes. Je ne les contrôle pas encore, les textes. Mais j'ai la fougue, j'ai la rage. Et il y a de l'imagination. Je sens que dans mes textes, il y a des histoires, tu vois. Et j'y vais. Je commence à rapper. Pagaille. Quand je réécoute maintenant, c'était pas de fou. Mais il y avait un truc. Il y avait de l'énergie. Tu sens que voilà, il est sûr de lui. Il est sûr de lui, il y a peut-être un truc à faire. Et suite à mon passage, Moda et Passy, ils entendent mon passage. Et ils disent ah putain, Stomy, tu rappes et tout. Non, faut que tu nous rejoignes dans le groupe. On va faire le groupe Hammer Posse et tout ça. Non, faut que tu viennes et tout. Et moi, avec plaisir, les mecs. Plaisir. Je sais pas ce que vous avez vu chez moi, mais ok. Et on fait le groupe Hammer Posse. Et voilà, on se prend au sérieux. On fait des répétitions. Il y a Desh, il y a Moda, il y a Passy. Et voilà, Ahmed Day, Gary X et DJ Desh au platine. Et voilà, on commence à devenir sérieux. On prend des heures de répète. On fait un deuxième passage à Radio Nova en tant que Hammer Posse. Et là, on prépare vraiment bien notre passage. En plus, c'est la dernière émission de Dynasty. Oula. La dernière. Ah ouais, donc là, il ne faut pas se rater. Surtout, d'une, il ne faut pas se rater, mais vaut mieux se rater que ne pas y être. Ouais. Donc, Dynasty et Lionel G, ils nous appellent. Ils disaient, les mecs, c'est la dernière émission, Nova, ils arrêtent Dynasty. Donc, c'est vous nos invités. Pression. Putain. Donc, on arrive là-bas, on déchire, on fait un bon passage. Et voilà, après, ça commence là. L'aventure. L'aventure. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on va voir arriver, donc c'est même pas un vinyle au début, je crois que c'est un CD, un 3 titres, très Ouais. que nous, avec l'équipe de Rappel, on va aller filmer dans le quartier Dans le de la quartier, secte Abdoulaye. ouais.
un tournage Noir. épique avec Sylvain Bergère, le réalisateur. Magnifique. Je ne sais pas si tu l'as su, mais tu sais, c'est lui qui a eu la victoire de la musique du meilleur clip pour Oui, j'ai Apprendre à su, aimer j'ai su. avec Florent Pagny dans un autre style. Super bon clip en plus. Comment est-ce que... parce qu'à l'époque, on se disait, le hardcore, c'est NTM, qui eux avaient déjà leur petite réputation, qui avait sorti la Rapitude. Comment est-ce que comment ça se passe, la réception d'un ovni comme Traître, ce morceau qui est super vénère, qui tourne à une vitesse incroyable. Comment est-ce que tu vois l'impact que ça a? Est-ce que tout de suite, il se passe quelque chose pour toi? D'abord, il y a la création du titre. La création du titre, trahison au sein de notre population, ouais, tout net, traître, c'est une malédiction. Ça vient d'un passage d'un rap d'Ahmed Dey. Enfin, du ministère amer. Qui chantait quand il était dans le groupe. Et lui, entre-temps, il arrête le basket un petit peu. Il arrête le rap. Il a toujours le cul entre deux chaises, entre le basket, le rap et l'islam. J'arrête le rap parce que l'islam et le basket. Donc, tu vois, il était même pas, il avait trois chaises à mettre Day. Il n'était pas bipolaire, il était tripolaire. Exact. Donc, avant de faire ce titre-là, déjà, il y a notre producteur. Ce titre-là, il n'existe pas sans notre producteur, Mariano Beuve. Et suite à notre passage à Radio Nova, Mariano Beuve, à un moment, je crois qu'il essaye de nous contacter, où il demande à Dan de Ticaret, je cherche des rappeurs à produire, français, militants, qui parlent de la banlieue. Et je pense que Dan, il dit, ouais, tu devrais contacter les mecs du ministère Amer. Les mecs sont passés à Radio Nova, à Meurp aussi. Eux, tu pourrais faire un truc bien avec eux. Donc Mariano Beuve nous contacte grâce à Dan de Ticaret. J'aime bien raconter ça parce que c'est important. Ouais. Des fois, tu vois, Surtout des fois, qu'il nous a souvent. quitté, Mariano, et son nom n'est pas souvent, trop souvent oublié. Ouais, trop souvent oublié. Il a fait beaucoup de choses pour la culture et pour la musique en France. Mariano Beuve. Donc Mariano Beuve, il nous contacte, il dit voilà les mecs, j'ai envie de faire un disque avec vous. Et voilà, nous on est déjà ministère amer avec Kenzie, donc il contacte Kenzie, et on déboule chez Mariano Beuve. Son fils qui saute partout, sa femme, son ex-femme Marie qui produit. Et ils avaient monté une structure qui s'appelait MAM Production. M pour Mariano, A pour Ali Adour, producteur aussi, et M pour Marie, sa femme. Donc, MAM Production. Et voilà, et ils décident de produire ce titre-là. Et c'est Getch qui fait la musique. Donc Getch, qui était déjà champion de Paris. Comment on appelle ça? DMC, comment on appelle ça? DMC. DMC, champion de Paris et DJ. Et donc Getch, virtuose des platines, qui aime bien triturer les sons. C'est grâce à lui si l'album 95-200, il a ce son-là, parce que c'est vraiment un virtuose dans la musique. Il est un peu fou, mais il a un son particulier. Et donc on fait ce titre-là, Traître. Et moi, j'ai failli ne pas y être. Tu connais l'histoire. Voilà. Ça veut dire que moi, entre-temps, la musique, la boxe, je faisais des combats de boxe. Bon, j'avais arrêté le break pour la boxe. Je boxe, après on rappe et tout ça, mais bon, c'est au stade de zéro, on n'a pas encore de disque, on n'a encore rien. Et moi, j'ai toujours voulu que ma mère soit fière de moi. Parce que quand j'étais petit, j'étais tellement un cancre à l'école que plus tard, des fois, je priais, je dis maman, tu vois, je veux que ma mère soit fière de moi, je veux lui rendre cet amour, cette force-là. Donc, je savais que moi, mon grand frère et mes deux grands frères, ils avaient fait l'armée. Donc moi, je me suis dit, moi aussi, je vais aller faire l'armée. Ça va être fier de moi. Et donc, je fais les 3 jours, les classes. Et pendant les classes, je déchire. Je déchire tellement que je déchire qu'ils décident de m'envoyer dans l'aviation, l'armée de l'air. Donc, ils m'envoient à Ensheim. Je dis, maman, voilà, maman, elle est contente. Mon fils, je dis, ouais, comme ça, je vois. Parce que mon grand frère, lui, mon grand frère José, il avait été dans l'armée de l'air. Et mon autre frère Vince, armée de terre. Mais armée de l'air, c'était plus stylé. Ouais. Tu vois, c'est plus stylé. Donc, on m'envoie là-bas tellement que j'ai déchiré. Donc, mais une semaine avant, je dois partir. Mariano, il nous dit, c'est bon les mecs, j'ai réservé le studio. Un super beau studio. On enregistre là le maxi Traître avec il y avait Au-dessus des lois et Le droit chemin. Donc on a 3 titres, on les a maquettés déjà.
Donc on doit les enregistrer, mais le jour où on doit les enregistrer, moi, je suis déjà à l'armée normalement. Donc c'est les moments de choix, là, les moments où tu décides de ta vie, en fait. Ouais. Et donc, finalement, je dis à maman, je vais là-bas. Attends. Chaque fois que je parle de la mère, il faut que je me calme. Euh, Donc, je décide d'aller là-bas. Je dis, voilà, maman, je vais là-bas. Si jamais le studio il est confirmé, je me fais réformer. Si jamais c'est pas confirmé, j'y vais. Elle me dit, ok, prépare mon sac. Je dis, non. On prépare rien, maman. Je lui dis, écoute, j'y vais aller avec un caleçon, des habits, juste une brosse à dents. Rien du tout. Comme ça, ils vont penser que je suis fou. J'arrive là-bas. Le mec dit, il est où votre sac? Non, j'ai pas de sac. Je dis rien, j'ai 2-3 caleçons, des trucs là. Le mec, il me regarde comme ça. Bon, va falloir que vous allez laver votre caleçon tous les jours. Je dis, ok, non. Donc ils pensent, tu vois, le mec, il est déjà un peu chelou. Entre-temps, je suis là-bas, cabine téléphonique, j'appelle Kenzie. Moda, Passy, tac. Oui, c'est confirmé. Marano, oui. 10 jours approchent et je sens que. Ok, ça commence. Ok. Premier soir. Je te raconte tout parce que c'est important. Premier soir. Je dors dans la douche. Le matin, le sergent, ou je ne me rappelle pas celui qui nous gérait, il arrive le matin à 7h du matin ou 6h30, je ne me rappelle plus. Pap, allez, levez-vous. Il rentre dans la chambre, on était 9 ou 8. Et il y a un lit qui manque. Le lit, il est là, mais le matelas, il n'est plus là. Il cherche, il est où Duarte? Il est où Duarte? Ils ne comprennent pas. Hein. Après, ils arrivent dans la douche. Le matelas dans la douche, en train de dormir. Ouais. Après, c'est quoi ça là? Je dis, ouais, j'arrive pas à dormir à côté de sergent, je peux pas me concentrer. Il y en a qui pètent, il y en a qui se branlent. Moi, je veux ma chambre pour moi toute seule. Pour moi toute seule. Mais on veut pas vous donner, je veux ma chambre pour moi tout seul. Ouais. Tu vois? Donc, ça commence comme ça. Donc, je dis, il m'envoie voir le psychologue ou le médecin. Je dis, ouais, j'ai besoin de somnifères. Donc, il me donne des somnifères, clac, tous les jours. Jusqu'à qu'après, je pète un câble. Bon, je te raconterai ça un autre, trop secret. Et donc finalement, je pète un câble, je me retrouve, je prends mes somnifères, mais pas tous. Je me bats avec les... Je fais un gros bordel là-bas. Je fais une révolution noire là-bas. Là-bas, je fais une grosse révolution noire. Déjà, j'arrive là-bas. Je réunis tous les noirs du réfectoire là où on mangeait en cantine. Je disais, bon, les mecs, il faut qu'on se mette ensemble. On n'est pas beaucoup, on est 10, il faut qu'on soit solidaires, on est tout le temps ensemble. Comme ça, les autres blancs, ils vont voir qu'on est solidaires entre nous. Ils vont pas nous faire, vont pas nous faire des couilles. T'as dû être populaire auprès des adjudants, là. Putain. Donc, on se met à la table, on est tous noirs. Dans le réfectoire, on est peut-être 100. Et d'un coup, tu vois une table, bam, que des noirs. Le commandant de la base, il arrive sur ma table. Il dit, bon, c'est quoi le problème ici? Il n'y a pas de problème. Il dit, bon, c'est qui le chef ici? Je dis, il n'y a pas de chef. Il me dit, bon, toi, viens ici. Il me prend dehors, il me dit, bon, qu'est-ce que tu veux faire? C'est quoi? Je dis, non, on est bien, on est entre nous. Entre Africains, Antillais, on est bien, et tout ça. Il me dit, fais attention, fais pas de grabuge ici. Non, j'étais à l'œil, tout ça. Bref, quelques jours après, je fais mon bordel. Donc, il m'avait à l'œil, je changeais les paroles de la Marseillaise, tout ça. J'ai foutu un bordel de fou. Bref, je me fais réformer. Et sinon, il faudra faire... C'est un épisode spécialement que sur ça. Il faudra faire, sinon je m'étends trop dessus. Mais donc, à quoi ça tient une carrière, putain? Tu vois, c'est un truc de fou. Tu vois, mais j'ai dit, somnifères, bagarre, tout, asile psychiatrique après. Je me réveille, comme j'avais pris un peu de somnifères, et je me réveille 3 jours après ou 2 jours après. Chou, il y a des infirmières. Je suis passé de trucs de l'armée à infirmière, truc petit déjeuner, tout ça. Après, le psychologue, il me dit, le psychiatre ou le médecin, il me dit, c'est quoi le truc? Je dis, non, moi, je vais faire l'armée. Et moi, j'avais retenu que à l'armée, à cette époque, ils s'en foutaient des pertes. Ils avaient le droit à 10% de pertes, ou 1%, je ne me rappelle pas, de mort. Donc, tant qu'ils ne dépassent pas, c'est pas grave.
Ouais, tu peux tant faire que tu le rentres fou. dans les statistiques, Voilà. ouais, Eux, ils s'en foutent. Donc fais le fou. Et il y en a qui étaient là-bas depuis 3 ans, 4 ans, des rebelles. Dans l'asile psychiatrique. Genre, je vais pas faire l'armée, je m'en fous, bam, bam. Allez, au trou, encore, au trou. Moi, je dis, non, je vais non, moi, je vais faire l'armée. Je veux faire l'armée. J'aime bien, c'est pour ça que je vais être dans l'armée de l'air pour faire plaisir à ma mère, tout ça. Je dis, mais on peut pas vous donner votre chambre. Tout ça. J'arrive pas. Avec eux, et le soir, je n'arrive pas. Et je savais qu'en faisant ça, la manière douce. Voilà. C'était la porte ouverte vers la sortie. Voilà. Donc, réformer P4. Classe. J'arrive, clac, clac, clac. Mais je crois, je sais pas c'est quelle gare, je me rappelle pas si c'était la gare Saint-Lazare ou gare Austerlitz, ou je me rappelle plus. C'était dans l'Est, Enzyme, Strasbourg. Quand tu arrives, c'est Gare de l'Est. Gare de l'Est, voilà, gare de l'Est. J'arrive, gare de l'Est, je les appelle. Tommy Studio, qui me donne l'adresse du studio. J'arrive. J'arrive. Passy, tout ça, ils sont dans la cabine en train d'enregistrer. Alors ce jour-là, je serais arrivé le lendemain, déjà, j'étais foutu. J'étais pas dans le morceau. Je pense que c'était écrit là, c'était quelque part. Je sais pas En plus, où, on était mais- plein. Il y avait Ahmed, il y avait Passy, Moda, Kenzie peut faire des voix. Tu vois, bon, Tommy, t'es pas là, hein, ça y est. Ouais. Le groupe, il commence vraiment. Enfin, pas il commence vraiment, parce qu'il y a une genèse, il y a une histoire. Ouais, mais il se structure à ce moment-là. le sur disque. ouais. Mais ce qui est étonnant, c'est que tu sais, très longtemps après, donc parce qu'on a tourné le clip, je sais pas, ça devait être un peu moins d'1 an après que l'album, enfin le 3 titres soit sorti. Et je me rappelle, Driver m'avait dit, il me disait, tu te rends pas compte, quand le clip est sorti, sur Raplan, personne n'était dans la rue, tout le monde était devant son écran, en train de dire, putain, ça y est, Sarcelles existe. Il y avait quelque chose qui s'est passé qui donnait une identité à plein de gens qui, en fait, n'avaient pas droit à cette identité-là dans les médias à l'époque. Quand tu viens dans notre quartier tourner le clip, moi, je te remercierai jamais assez, toi et toute l'équipe de Rapline, parce que c'est le seul clip du ministère amer. Et ouais. Sans ce clip-là, ça n'aurait pas fait le même effet. Il n'y aurait pas eu cette avalanche, cette boule de neige noire qui a déferlé sur le rap français. Et quand ça arrivait, déjà, on avait tourné au quartier La Secte Abdoulaye, on avait fait tous les quartiers de Sarcelles. Et c'est vrai que t'as tout le monde dans le truc. T'as tout le monde, t'as Jackie, des mecs marrons. Ouais, t'as Gynéco qui a avec son petit costume du dimanche, là. Ouais. T'as les Novices Divis, t'as Gynéco, t'as Space, t'as tout le monde dans le clip. T'as toute la secte Abdoulaye, t'as tous les gangs. Et voilà, ça arrivait. Quand ça arrivait, ouais, ça a été une avalanche. Et c'est vrai qu'il y a un. Je veux pas dire que il y avait le rap français. Il y avait des piliers du rap français qui passaient déjà sur Radio Nova, qui étaient super bons. Notamment Team Lee Sans Complexe de Doomasta, avec Joël, Lionel D. Il y en avait tellement, les Little MC, les New Generation MC, MOD, Rico, Saxo. Il y avait tellement, il y avait des perles. Vraiment, il y avait des perles. Mais il n'y avait pas encore de disques. Et après, il y avait la première compilation Rap Attitude. Voilà. Et nous, on n'était pas dans Rap Attitude, tu vois. Et donc, NTM et Assassin, quand ils avaient fait aussi leur passage à Radio Nova, ils avaient déchiré. Et nous, moi, je pensais qu'on avait notre place dans Rap Attitude. Mais Sarcelles, la mauvaise image, trop Kaira, trop truc. Et Rap Attitude, c'était, je ne vais pas dire très parisien, mais c'était ceux qui étaient déjà un peu qui avaient un orteil dans le showbiz parisien. Nous, on était trop les villes, un petit canard. Ouais. J'allais dire, Ministère Amer, ils vont venir avec les mecs de Sarcelles. On va faire des concerts Rap Attitude. Ah, vas-y. Ouais. On veut pas de Kaira, on veut pas de problème. Donc, je pense qu'ils nous ont mis sur le côté comme ça. Donc là, on l'avait un peu mauvaise quand même. Mais bon. Ça vous a pas empêché de faire donc le premier album, Pourquoi tant de haine, Voilà. avec cette fameuse histoire autour de Brigitte, femme de flic. Alors, on résume pour ceux ce que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Il y a ce morceau qui sort qui s'appelle Brigitte, femme de flic, qui est un morceau très cash, qui raconte une histoire qui, semble-t-il, est vraie, comme quoi une femme de commissaire se ferait tous les Noirs et les Arabes de la cité. Morceau assez comique, avec très salé. Il y a des CRS donc, qui déposent une plainte, sauf que la plainte est déposée trop tard, plus de 6 mois après la sortie du morceau, donc elle n'est pas acceptable. Il y a une interview sur France Info avec un journaliste qui est clairement de votre côté, qui fait « Pourquoi tant de haine ?» C'est la question que se posent les CRS. Et vous utilisez cette interview pour faire dans le deuxième album, qui est le vrai classique 95-200,
cette espèce de Brigitte Femme 2 qui est en fait la suite, enfin la fermeture de cette histoire de Brigitte Femme de flic. C'est comment vous avez des idées pareilles de sortir ce genre de feuilleton presque rapologique à l'époque. Du premier ou du deuxième? Les deux, déjà. Le premier titre, Brigitte Femme de flic, et moi je vais dans le quartier à Passy, et je vois une meuf qui est en train de pleurer par terre. Elle est dans les marches des escaliers en train de pleurer. Et moi, je sais que dans cet immeuble, il y a beaucoup de CRS, de flics, de pompiers qu'ils ont mis là. Et donc, je lui parle un petit peu. Je dis, qu'est-ce qu'il y a, madame? Vous allez bien et tout? Elle est un cocard. Elle me dit, ouais, ça va mal. Elle me raconte son histoire avec son mari et tout. Et moi, je parle avec elle. Voilà. Et du coup, quand elle parle, et en plus, elle est mignonne, elle est belle. Moi, je m'assois à côté d'elle et il y a une attirance. Et bon, il se passe rien et je décide d'en faire une chanson. Je ne veux pas dire ce qui s'est passé ou pas. Donc, en tout cas, ne regarde pas. Je décide d'en faire une chanson. Ouais. Il suffit d'écouter le morceau pour savoir ce qui s'est passé en même temps. Hein, bon, et le morceau, il est très inspiré Gainsbourg. Tu vois. Et je pense même la batterie. Non, la batterie, c'est pas Requiem pour un con, c'est BDP. C'est Getch, il a mis je crois qu'il avait samplé la batterie de BDP. KRS-One, ouais. Et moi, je la prends très grave. Aucune force d'État ne peut stopper une chienne. Surtout pas quand c'est la putain de fille du... C'est-à-dire, je pars en couille totale. Je me mets dans le personnage. Je suis hardcore, lover, Gainsbourg, près du micro. Et je raconte l'histoire de... Voilà, j'ai une histoire d'amour avec elle. Et je vois mes copains, elle aime bien mes copains. On s'amuse ensemble. C'est une histoire d'amour glauque. En même temps, c'est une vengeance. Comme on dit souvent, c'est la vengeance du pauvre. Quoi. Ouais. C'est la vengeance du paysan qui veut baiser la femme du roi. C'est pareil, là. C'est le mec de banlieue, le prolétaire, le fils de pauvre immigré qui veut baiser la femme du flic, le flic qui lui fait la misère tout le temps. Et voilà. Mais c'est une histoire d'amour sordide. Mais voilà. Le photographe Yann Morvan a fait une série de photos assez cheloues et très étonnantes. On voit le vrai badge de policier tenu par Kenzie, avec une femme qui a un masque, genre de carnaval. Il y a Gynéco qui est là. Il y a Gynéco avec la langue, moi à côté avec le bandana, putain, le truc il est glauque. La photo, elle est où? Mais ça, Yann Morvan, pour ceux qui connaissent, Yann Morvan, qui est quelqu'un il nous a quittés il y a peu de temps, paix à son âme, mais il avait c'est lui qui a fait Gang Story, des photos super incroyables, et celle-là, elle est étonnante. Hein. Ouais, celle-là, même moi, quand je revois cette photo, putain, on était baisés. Il y a Kenzie, il y a moi, et truc. Passy, je pense, il a dû dire. C'était pas lui, pop parisien, là. Passy, il a dû dire non, moi, je vais pas dans cette photo. Passy, il est clean, tu vois, il est intelligent, c'est un ministre. Nous, on est des racailles. Allez, je dis, oh là là, la honte. Mais donc, à l'issue de cette interview suivant ce morceau, donc il y a ce Brigitte Femme 2 où là vous. Voilà. Et là donc on sort l'album Pourquoi tant de haine. Brigitte Femme de flic. Brigitte Femme de flic. Après ce morceau-là, les CRS, comme tu l'as dit, portent plainte. Il y a cette interview à la radio. Hervé Mbappé, qui était parti du collectif Secteur A, Fresh Boy, et il était avec nous dans le groupe Ministère Amer. Lui, il entend ça à la radio, il enregistre. Clac. Il nous amène la cassette. Oh, super. On décide de faire une réponse. Là, on n'est plus dans le aucune force d'État ne peut stopper une chaîne, dans le morceau sale. C'est les femmes de commissaire veulent avoir leur gangster, un arabe ou un noir, Vislar au plumard. Et ça, c'est la reprise de Claude François. En fin de compte. Mais oui. C'est le téléphone pleure. Mais oui, excellent, incroyable. Bah ouais, tu vois, j'avais même pas fait la connexion. C'est presque la mélodie dérivée. Ouais. Et au début, on avait fait une version au début du morceau. C'est moi qui appelle. Allô, oui, bonjour. Est-ce que je pourrais parler à Brigitte? Oh, vous voulez parler à ma maman? Ben non, elle n'est pas là. C'est qui? Ah, c'est Stomy. Ah, Stomy, le monsieur tout noir qui était le jour dans le lit avec maman. Comme dans l'intro du téléphone pleure de Claude François. Et tu vois, après, je disais, bon, elle n'est pas là, bah, c'est pas grave. Les femmes de commissaire, tu vois. Il y avait cette intro-là. Elle existe, cette version, elle a été enregistrée? Oui, elle a été enregistrée. Mais souvent, dans les trucs des ministères Amer, les voix de filles qui vont, chez moi qui derrière, je fais plein de voix. Et donc, la version, elle existe. Elle était pas mal. Donc, et en chant, on décide de prendre Karl The Voice.
Carlito Brigand, qui habitait à Port-de-la-Chapelle, qui habite à Port-de-la-Chapelle. Il est toujours là, même reposant un peu, mon frère Karl. Je t'aime fort. Et Karl, qui a fait presque tous nos refrains. Et c'est lui qui chante sur Brigitte Femme 2, où là, il n'y a pas d'insultes, c'est juste du chant et des bouts de l'interview. Et on ne saura jamais ce qu'en ont pensé les CRS de la première interview radiophonique, mais je pense qu'ils ont dû apprécier. Alors, évidemment, après, il y a 95-200 qui est vraiment le gros classique du groupe. Hein, voilà, celui-là, là, voilà. Là, c'est la réédition, parce que là, ça coûte un rein, l'original, sur Discogs. Hein, mais voilà, avec Plus vite que les balles, Un été à la cité, un album incroyable. Et puis, parce que, bon, évidemment, on pourrait rester 2 jours à parler rien que de Ministère Amer. Bon, on peut parler de tout en solo, mais avant de dire sur Ministère Amer, il y a évidemment... Et ça a fait rire beaucoup de gens, sachant que tu es vegan maintenant, tu es quand même dans Sacrifice de poulet, qui va être le morceau, non pas qui va révéler Ministère Amer, mais qui va mettre Ministère Amer dans une sauce. Mais alors là, genre salade tomate oignon, avec beaucoup de financement à payer, parce que ça va vous coûter cher, cette histoire. Parce que, on résume, Sacrifice de poulet, c'est les musiques inspirées de la haine. Donc une compilation qui avait été faite à l'initiative de Mathieu Kassovitz autour du film La haine, qui n'étaient pas des morceaux du film, mais qui étaient inspirés des thèmes du film. Sûr. Et vous, avec Ministère Amer, enfin, gynéco remplaçant Passy, qui était, je crois, en Thaïlande à l'époque, comme il le raconte dans Le Maton Meguette, ça donne un morceau qui va être un choc incroyable. Tu peux nous dire, quand le morceau sort, est-ce que tu te rappelles quelles sont les premières réactions médiatiques ou de proches? Déjà, quand ce morceau, quand on nous contacte, quand Solo d'Assassin il nous contacte, que c'est lui qui a dirigé toute la DA de ce disque. Quand il nous contacte, je crois qu'il appelle Kenzie, et là on se dit voilà, enfin là, on va pouvoir attaquer Paris. Parce que là, on va être à armes égales avec les autres MC. Avec les NTM, IAM, Assassin. Là, on est dans une major, parce que c'est produit par de label qui est Virgin. Donc là, on va être dans un truc où, voilà, maintenant... On est bien, on n'est pas chez Musidisc ou avec MAM Production. Ouais. On est dans un truc où on va pouvoir boxer avec les vrais gants, les vraies chaussures, un vrai protège-dents. On va pouvoir avoir de l'eau. Donc on arrive avec Kenzie, on se dit, faut qu'on fasse le meilleur morceau de la compile. Faut que ce soit le titre phare. Donc je dors plus. Pendant 3 semaines, je me coiffe plus. Maîtresse, je les laisse en pétard à la ODB, à la Old Dusty Bastard, possédé. C'est pour ça que je chante aigu dans le titre comme ça. Et avec Kenzie, on réécrit. Avec Passy, il était en Thaïlande, On peaufine avec Getch. Et cette fois-ci, on a un vrai ingénieur du son. Donc il y a des moyens. Il y a un gros studio. Le mec qui mixe, c'est là, cette fois un cadre. On sait qu'on va avoir le son qu'on veut. Et voilà, on fait le titre. Ça fracasse. Il y a Bruno qui met un peu ses voix. Kenzie et Ahmed Day au refrain. Le peu, sans Babylone, peu. Il y a moi ça qui fait le poulet. Il y a Passy qui met sa voix, mec, le temps est mystique. Bruno qui met une petite voix. Il y a tout. Tu vois, t'as le Stormy Bugsy avec un Z incisif du Ministère Amer, mais là, on est bien. Mais pour moi, c'est un titre gentil, comparé à tous les titres de 95-200. Oui, sauf que là, l'impact n'est pas le même parce que on en parle plus d'un disque sorti chez De Label que de l'album de Musidisc, c'est sûr. Ouais. Quand tu écoutes, je sais pas, Je flirte avec le meurtre, comparé à Sacrifice, oui, ou les gentil, du diable, quoi, oui, tu vois. Là, on a un titre gentil, mais il est pas single, mais il est calibré. Enfin, gentil, bon. Ouais. Bon, en fait, c'est une fiction. Voilà, c'est une fiction. Et voilà, et là, on arrive, alors là, c'est fini. Là, le titre, c'est plus Musidisc, le titre, il est caché à la Fnac ou quoi. Là, c'est La haine, inspiré de film Mathieu Kassovitz, produit par De Label, Major, on est là. Voilà. Et là, voilà, tout le monde dit, ah ouais, Ministère Amer. Sauf que ce qui va être le problème, et c'est ça qui c'est après les amendes. Là, maintenant, ils reviennent à la charge. Comme ils avaient porté plainte contre nous. Parce quoi? Syndicat de police sur le premier album. Mais il y avait un jour de prescription qui est passé. Donc, on a évité les amendes. Et là, ils portent plainte. Ils portent plainte au bon moment. Boum.
Et là, on est convoqué tribunal avec Kenzie qui fait des interviews magnifiques. Ah bah chez Delarue, ça, tout le monde s'en souvient. Ah. C'était... Ah, ça avait du panache, hein, mais ce panache-là, il vous a coûté quelques centaines de milliers de francs. Voilà, et donc, tribunal, on perd au tribunal, on doit payer, je sais pas, 100 000 francs. À l'époque, c'était chaud, très chaud. Donc, ça nous met un coup, oui et non, parce qu'en même temps, ça met de la lumière sur nous, mais en même temps, ça nous met un coup. Et du coup, moi, derrière, je suis à Porte-de-la-Chapelle. Depuis longtemps, déjà, le gardien de mon immeuble, il veut ma peau. Parce qu'il y a tous les RCA, tous les mecs de gang, tout ça. Et là, on a sorti ministère amer. Donc, il y a quelque chose, il y a une nébuleuse dans mon immeuble, dans le quartier. Et là, avec Sacrifice de poulet, on fait la couve du Canard enchaîné, du François, en disant ouais, les rappeurs mafieux, secte Abdoulaye, dangereux, qui veulent tuer des flics, La vérité sur les Zoulous du RER, ce genre de truc. Qui veulent dire c'est des dealers, des trucs. Donc il y a un truc de fou. Donc lui, il prend toutes ses coupures de presse, il envoie au syndic de mon immeuble. Donc je me fais expulser. Entre-temps, j'ai mon fils. Donc mon fils, c'est moi qui ai la garde depuis 2 jours. C'est moi qui l'ai. Donc je l'amène chez ma maman, je l'élève. Donc je me retrouve à être expulsé alors que je viens de ramener un bambin chez moi. Tu vois, on est là, expulsé de l'appartement. La rime ne paye pas. Pour ce coup-là. Ouais. Donc bref, ça fait partie de l'histoire. Et alors, bon, Ministère amer est un groupe dont on a attendu désespérément et, comme Detox, pour ne jamais le voir, un 3e album qui n'est jamais sorti. On avait à cause de Passy, ça. Ouais. tu te rappelles, on avait même fait une couverture assez incroyable avec Radical où j'avais réussi à vous mettre ensemble. Moi, il y avait Gynéco, toi, Passy, Ahmed Day. On n'y croyait pas jusqu'à ce que ça soit fait. Putain. Et puis cet album n'est jamais venu. Mais par contre, ta carrière solo, elle a commencé assez rapidement. Et ce qui est marrant, c'est qu'on le disait tout à l'heure avant de commencer l'émission, quand on discutait, ce premier album de Ministère amer, il y avait aussi SOS, qui était ton solo, qui était un morceau pur lover, qui n'avait rien à voir avec Brigitte Femme de flic ou Traître. Ça, c'est mon côté Gémeaux. Voilà, je me rappelle à l'époque, tu avais autour du cou une tétine. Une tétine, j'étais habillé avec un survêt blanc avec Passy, avec les abdos. Stom, il lance un SOS, ce mec-là. Besoin de tendresse. Et donc, dès le début, tu imposes cette image le gangster d'amour qui a ce côté hardcore, mais qui est aussi capable de faire des reprises de Julio, comme tu l'as montré par la suite, des morceaux d'amour, des récits aussi incroyables. Et Mon papa à moi est un gangster, qui est un gros classique, peut-être ton plus gros classique. Grave. Moi, j'ai une préférence pour Rob qui a fait Rob, qui était le remix incroyable avec tout le monde. Comment est-ce que tu... Qu'est-ce qui change dans ta façon de faire du rap quand tu es en solo par rapport à quand tu faisais Ministère amer avec Passy Qu'est-ce qui change? Ministère amer, il y a une douane. C'est-à-dire que quand t'es en studio, t'arrives, il y a Getch, qui a au moins 4-5 ans de plus que nous. Kenzie aussi. Souvent, des fois, il est avec, tout le temps, il est avec Frédéric Bride, Bouboule, pareil. C'était le manager du groupe, pareil, ils ont le même âge. Il y avait Hervé Mbappé, Bob Cal. Ahmed Day, il n'a pas fait les albums, mais il est dans l'esprit du groupe. Passy. Donc quand tu arrives, déjà tu veux les scotcher. Tu as écrit la nuit, mais tu n'as pas écrit pour toi. Quand j'écris pour moi, il n'y a que moi, je vais scotcher. Je vais leur demander à qui? Je vais demander à mon compositeur, tout ça. Là, j'arrive, il y a 4-5 grands frères. Donc j'écris pour les scotcher, tu vois, pour leur dire ah ouais, c'est super. Et je sais qu'ils vont être sans pitié avec moi. Non, laisse tomber, basse, c'est naze. Et toi, t'es comme ça. Bah, il est resté derrière le micro des 4 heures des fois. Il a souffert derrière le micro. Ah ouais. Des fois, il avait le flow, il avait le truc, mais c'était pas assez hardcore, tu vois. Et non, bah si, c'est... Et moi, c'était le contraire. Moi, c'était hardcore, mais j'étais pas dans les temps. Il y avait dans le truc, mais des fois, c'est moi, tu vois. J'en mettais trop. Donc c'est pour ça que quand on était avec Passy, c'était mieux. Parce que du coup, lui, il va me dire, enlève ce truc, enlève ce mot, truc, ça rentre tout dans le flow. Et moi, je vais dire, non, ça, c'est pas un truc, mais ça, c'est un truc, salis ça un peu. Tu vois? Donc lui, il a la technique, le fond, le truc, il va amener aussi le truc un peu plus de conscience. Tu vois? C'est pour
pour ça que moi, j'étais l'objecteur de conscience et lui, l'éducateur de masse. Parce qu'il est le côté plus posé et moi, le côté plus racailleux. Donc, lui, il va mettre de la conscience, le truc posé, moi, le truc racaille. Et à deux, on a la bonne osmose pour faire Mystère Amer. En plus, avec les stratégies de Kenzie qui va apporter des idées, qui va apporter des concepts. On a Getch qui nous fait une musique de fou. Voilà, ça, c'est Mystère Amer. Et donc là, t'es en famille. C'est bien de faire un album avec un groupe, c'est mieux. Tout seul, c'est... Tu le fais parce que t'as ce truc-là personnel que tu veux exploiter. Mais en groupe, c'est plus excitant. C'est plus excitant. Ouais. Mais solo, ce qui est bien, c'est que voilà, t'as ton truc personnel, tu peux te lâcher. Quand on a fait SOS, ils n'étaient pas d'accord, hein, les Kenzie, tout ça. Ouais, j'imagine le truc, Getch et les trucs, ils n'étaient pas d'accord. Moi, j'étais là, non, moi, je vais faire SOS, Stop Milan, c'est un S. Mais tu ne peux pas tout faire dans un groupe, sinon après, Mais c'est moi, je suis un Gémeaux, je suis comme ça, c'est plus fort que moi. Alors, ceux qui auraient des doutes sur ton appréciation d'artistes comme Tupac peuvent regarder la pochette de Trop jeune pour mourir, où là, on sent quand même que tu t'es vraiment lâché. C'est vrai que tu as ce côté très admirateur aussi du rap américain, de Tupac, de plein d'autres. Bah attends, tu sais, Tupac, c'est vrai qu'à un moment, je me suis inspiré de Tupac dans la musicalité, mais tu sais que les bandanas, je mettais des bandanas avant Tupac. Quand tu regardes en 94, les trucs de Mystère Amer, 95-94, j'ai déjà des bandanas comme ça, sur les côtés, avant même Tupac. Mais c'est clair que cet album-là, ça respire le Tupac à fond. Trop jeune pour mourir. Est-ce que tu as eu envie, comme beaucoup à l'époque, de faire des morceaux avec des rappeurs américains, avec d'autres artistes on parlait de Rulio tout à l'heure. Est-ce que l'idée du duo, ça te plaisait à l'époque en tant qu'artiste solo, je veux dire pas. Oui. Mais, comme je te l'ai dit tout à l'heure avant l'émission, le fait que je sois Gémeaux et surtout que j'ai mon passé de Mystère Amer, après ma carrière en solo, avec des choses un peu plus, je sais pas, c'est con de dire commercial, mais des trucs qui groovaient plus. C'est plus un gros mot maintenant. À une époque, c'est vrai, tu disais commercial. Commercial, voilà. Ouais, on va dire des musiques qui peuvent s'écouter partout, où il y a une bonne ambiance, où il y a de l'amour. Voilà. Quand j'ai fait la reprise de Vous les femmes, je l'avais chanté, je crois, Sacrée soirée avec Foucault et tout. Et il y avait Rolio Iglesias et je l'ai chanté devant lui. Rolio a kiffé le titre. Et il y avait le boss de TF1, il m'a dit faut sortir un single, on le met on fait un deal avec Columbia, avec Sony, tube de l'été, nanana. Et moi j'ai flippé. J'ai flippé parce que du coup. T'as eu peur de perdre ta crède. Ouais, déjà avec mon papa et moi, avec Gangster, c'était monté. Là j'avais peur de... J'ai pas assumé. Surtout, faut dire, parce qu'il faut dire pour ceux qui nous regardent aujourd'hui et qui ont un peu moins d'années au compteur que nous, à l'époque, être commercial, c'était une sentence de mort dans le rap. C'est-à-dire que déjà, toi, t'avais Mystère Amer pour te faire pardonner tes exactions, variétés, chansons. Mais c'est vrai qu'il y a plein d'artistes qui, à l'époque, se sont fait bousiller parce qu'ils avaient osé, l'un pour faire une reprise de Claude François, l'autre faire un morceau funky. Enfin bon, c'est notre époque. Aujourd'hui, tu peux reprendre des démons de minuit, tout le monde est là, genre ouais, super. À l'époque, c'était pas ça. Ouais, donc, maintenant, c'est ça plutôt. Il faut avoir le titre qui sonne, le tube. Ouais, c'était une autre époque. Et si tu veux, même dans mes albums, quand je sors, Trop jeune pour mourir, quel titre j'envoie en premier? Trop jeune pour mourir, où c'est un titre qui parle d'un esclave en fuite. Pourtant, j'ai des autres titres dedans, des autres titres lover, mais il y a toujours ce besoin de dire ouais, mais en fait, moi. Mais c'est surtout les mecs dans la rue te demandent. Ouais. Ils ont cette ferveur, ils veulent se faire, ils ont besoin d'être représentés. Stop, mais fais-nous des titres comme ça, vas-y. Ouais, c'est bien les titres pour les meufs, et t'as les meufs qui sont là, oui, vas-y, fais-nous de l'amour, et les mecs qui. Donc c'est fatigant. C'est fatigant, tu sais plus où donner de l'amour. Je donne là. Dans mes concerts, ça a toujours été ça. Mes concerts, il y a des mecs qui venaient pour Sacrifice, pour les morceaux du Mystère Amer, d'autres qui sont là pour Mon papa à moi, pour La vie c'est comme ça, pour Gangster d'amour. Donc il faut donner aux deux. Donc c'est pour ça maintenant je vais avoir 54 ans là, laissez-moi tranquille, je veux que de l'amour là.
Alors justement, on en arrive. Alors, évidemment, on a passé plein d'épisodes. Alors, t'es aussi, maintenant, t'es acteur, metteur en scène, au théâtre, à la télé, avec, on le disait tout à l'heure, Commissaire Mattei, avec Jean-Luc Reichmann. Tu es chevalier. Hein. C'était très émouvant d'ailleurs quand tu dis à la fin de ton discours, parce qu'il y a eu donc cette cérémonie où on était invité, il y avait plein de gens de ta famille, de ta carrière, de tes fans, des médias. Et j'ai voulu que tu sois là, c'était important, je t'ai invité. J'y étais, et oui. C'était important, t'es important dans notre C'était carrière. magnifique, c'était vraiment un grand moment. Rachida Dati était encore ministre. Et tu termines, c'était super émouvant, tu dis, maman, ton Gilou, il est chevalier. Très, très beau. Et je sais qu'il y en a que ça a fait chier de voir qu'un mec comme toi soit, ait ce genre de distinction, mais franchement, moi je trouve que c'était mérité. Ça t'a ému aussi, hein, j'ai senti que t'étais... Oui, ça m'a ému pour le parcours, pour mes parents. Voilà, comme je l'ai dit dans mon discours, ma mère, elle est arrivée en France, elle parlait pas français. Elle est arrivée, elle a acheté un petit bouquin, des éditions 26 000 ou Assimil. Les méthodes Assimil. Les méthodes Assimil. Ouais. Et en 3 mois, elle a appris à parler français. Donc, et quand tu vois que la carrière que son fils il a eue et qu'il est promu chevalier de l'ordre des arts et des lettres par la ministre de la Culture, rien que pour ma mère, c'est beau. C'est étonnant parce que ce rapport avec les parents, parce que tu sais que Cool Chain, lui, par exemple, c'est très parallèle à toi, puisque toi, tu nous racontais que donc à un moment, tu étais prêt pour l'armée de l'air, et puis finalement, tu dis non, en fait, je vais rester faire un morceau qui s'appelle Traître avec un groupe de rap qui n'existe pas dans un micro-label. Et Cool Chain, lui, il devait être footballeur professionnel. Il dit à son père, je vais pas faire le foot, je vais aller faire un groupe de rap qui s'appelle Nique ta mère. Pour des parents, il faut savoir quand même ce que ça représente. C'est quand même... Être parent, c'est quelque chose. Hein. Ouais, bah oui, tu le sais maintenant. C'est quelque chose. Surtout quand tu fais un pavé pour ton fils. Et tu peux être déçu sur certaines choses, mais à un moment, il faut... à un moment, tu fais un enfant. Et l'enfant, il a sa propre direction. Il a son propre destin. Il faut qu'il s'affranchisse un petit peu de toi. Ouais, il faut tuer le père, métaphoriquement, bien sûr. Ouais. Mais alors justement, qu'est-ce que maintenant, bon, t'as un fils, notamment celui qui est sur la pochette de Mon papa est un gangster, qui fait aussi un peu de rap. Bien sûr. Mais justement, toi, ça fait assez longtemps qu'on t'a pas vu en tant que rappeur, puisque donc on t'a vu à la télé, au théâtre et tout. Mais qu'est-ce que c'est? Alors, on en arrive à ton actualité. Le Gangster d'amour en 2026, c'est un single, un nouvel album. Qu'est-ce que... Ouais, là j'arrive enfin. Si tu veux, j'ai toujours fait de la musique. J'ai toujours été au studio. J'avais sorti un album il y a 12 ans. Ça s'appelait Royalties, mais j'ai pas pu faire la promotion, donc on l'a retiré parce que j'étais coincé à Los Angeles. Donc, et après, depuis 2011, j'avais rien fait. Et même celui-là, on l'a retiré. J'ai pas pu. Donc depuis 2006, Rime Passionnel, où j'avais fait un album de rap hardcore de fou. 2006, Rime Passionnel, qui est pas mal en plus. Et donc j'ai toujours fait de la musique, mais après j'ai été happé par le théâtre. Le théâtre, le cinéma, la réalisation. Et donc j'avais pris des cours de théâtre ici, suite à mon film à Aliker. J'avais pris des cours de théâtre dans une école qui s'appelle Method Acting Center, dirigée par David Barouk. Je suis tombé vraiment amoureux du théâtre. J'avais une coach qui s'appelle Carole Prozowski et David Barouk aussi, qui était mon coach. Et donc j'étais dans l'immersion totale. Et tellement je suis tombé amoureux de l'acting, j'ai dit je continue, je prolonge cette méthode, parce que c'est vraiment la méthode Stanislavski et Stella Adler. Et là, je suis parti carrément à la source. Donc j'avais soit l'école Lee Strasberg à New York, ou soit à Los Angeles, il y avait aussi Lee Strasberg, mais j'étais dans celle de Stella Adler, Acting School. J'ai choisi le truc West Coast, le soleil, plutôt que le froid. Et j'avais déjà goûté New York. J'étais parti à New York en 2000, je crois. J'avais fait 3 mois dans une école pour apprendre à parler anglais. Il caillait tellement à New York. Tellement. J'ai dit non, je vais à Los Angeles. Donc j'ai été à Los Angeles, et dans une école de théâtre là-bas. Et après, voilà, je suis resté là-bas. Et je suis resté là-bas presque 5 ans. J'ai fait là-bas 5 pièces de théâtre. Et voilà, ça commençait à bien marcher. J'avais un bon agent. Tout commençait à bien s'aligner. Mais après, j'ai eu mon enfant ici, mon deuxième, à Dior. Donc je faisais des allers-retours pendant 1 an et demi. J'étais avec lui pendant 3 mois. Je repartais là-bas. J'étais tout seul dans ma piole à Hollywood.
entre Wilcox et Hollywood tout seul. J'ai dit, vas-y, je pars de ce bled-là, je vais aller voir mon petit bout de chou. J'ai besoin de mon fils. Donc j'ai laissé tomber Los Angeles, je suis revenu ici. Et ici, j'ai fait le théâtre, j'ai rencontré David Desclos, j'ai fait sa mise en scène, on a coécrit son spectacle, Les Crocs et derrière. Et après, on a fait la pièce de théâtre Un jour j'irai à Détroit, qu'on a coécrit ensemble et qui a été mise en scène par Dominique Coub, un grand réalisateur et ami qui vient de nous quitter aussi. Voilà, Dominique, je t'embrasse. Et voilà, donc théâtre, cinéma. Mais j'ai toujours fait de la musique, ça fait au moins depuis 2004, 2003, 2003, je suis en studio. Je fais de la musique. Tu fais ça, tu vas dans ce style-là, tu vas dans ce style Gainsbourg, Brel, tu dis non, plus funky, plus truc. Et là, j'ai trouvé enfin, j'ai dit, voilà. En plus, il faut pas trop attendre quand tu fais de la musique. Parce que souvent, nous, on fait plein de titres et il reste 8 mois, 1 an, 2 ans. Après, tu t'écoutes. Faut que je change ce refrain. Ce mot, faut que je change, il est faible. Ce truc, il est là. Faut que je mette un guitariste, un violoniste. Et le titre, il reste, il vieillit. Après, t'en as marre. Après, ou bien tu passes dans un autre mood. Et là, j'ai trouvé la bonne équipe. Ils ont compris ce que je vais faire. Et là, j'envoie un titre qui s'appelle Revolver Lover. Et voilà, j'adore. Je suis amoureux de ce titre-là. J'en ai encore plein d'autres. J'ai pas mal de pépites. Voilà, j'embrasse vraiment qui je suis, ce que je vais faire, ce que je suis. Et ça va avec l'évolution, avec mon âge aussi. Tu vois, j'ai quelques petits cheveux blancs. Je peux être un peu plus posé. C'est cool. On en écoute un petit extrait. Avec plaisir. Revolver Lover. Ton cœur braqué sur le mien, ça tire, ça tremble, ça m'achève. On joue à... Alors, qu'est-ce que c'est écoute, là, bon, encore une fois, on pourrait rester encore très longtemps, mais c'est clair. On va devoir quand même conclure. Qu'est-ce que c'est le futur après ce Revolver Lover? Il y a un album prévu tu vas retourner sur scène L'album, il est presque prêt à 80%. Non, j'ai même trop de morceaux. J'ai peut-être au moins 30 morceaux, mais je vais en choisir 12. J'ai regardé dans Thriller et dans Purple Rain 9. Ouais, 9. Pas besoin de... Tu vois, des fois, il faut mieux... 9. Thriller et Purple Rain, ça fait réfléchir. Donc, je pense que l'album, je l'ai déjà. Enfin, mon album, il est déjà tout fait. Mais donc, la musique... Là, je vais être focus dans la musique. Je vais laisser un peu l'acting et le théâtre. Parce que je peux tout faire. Mais des fois, il faut mieux faire une seule chose à la fois. Ouais. Et musique. J'ai envie de musique. J'ai envie de joie, d'amour. J'ai envie de donner aux gens. J'ai plein de pépites, des morceaux qui sont là depuis 7, 8 ans, 4 ans, trucs qui sont là, qui sont bons. Il faut que je les donne à l'univers. Écoute, on attend ça. Et le véganisme, en fait, c'est venu comment alors? Ça vachement surprise. Ouais. Le véganisme, c'est arrivé simplement. J'étais sur un tournage à Monaco d'un film qu'un ami à moi, Jean-Charles Fély, mon ancien directeur de projet à Sony. Et il produisait ce film-là. J'avais un rôle dedans, je faisais un médecin. Et lui, il était devenu végétarien à l'époque. Et nous, on était au restaurant, on s'envoyait des côtes de bœuf, des trucs de fou. On profitait sur la prod, on était à Monaco. Vas-y, envoie, brou. Et lui, il mangeait rien. Et pourquoi? Il me dit non, les animaux, la maltraitance animale, ceci, cela. Il commence à capter. Et je dis, vas-y, moi aussi, pendant 3 jours, je ne veux pas manger de viande. Et donc, je savais que j'allais craquer. Donc, je rentre chez moi à l'hôtel, et je me mets sur YouTube et je regarde plein de vidéos d'abattoirs. Et je commence à vraiment à être sensibilisé par cette cause. Et je vois à quel point ils sont maltraités. C'est pas juste une question d'avoir de la nourriture dans notre assiette. C'est l'avant. Avant la maltraitance, par où il passe. Et je dis, c'est ça qu'on met dans notre assiette. Donc, moi, tout ce que j'ai défendu dans mes musiques, en fin de compte, je fais exactement pareil. Je cautionne ce mal. Et je me suis dit, je vais arrêter la viande. Et après, j'ai arrêté la viande, et j'ai arrêté le poisson, et j'ai arrêté après le lait. Tout ça. Mais socialement, des fois, c'est dur. Donc, c'est pour ça que j'ai repris un petit peu le poisson. Mais je vais arrêter. Parce que ça va pas dans ce que je suis, ce que je défends, dans mon état d'esprit, dans ma sensibilité.
Parce que quand ça arrive dans ton assiette, et que tu mets dans ta bouche, oui, ça a du goût, c'est bon. Mais regarde, avant d'arriver dans ton assiette, le chemin, et tu vas comprendre. Ouais. Écoute, hein. Ignorance is bliss, comme disent les Américains. En tout cas, on ne traduira pas. En tout cas, vraiment, Stomy, Gilles Duhart, Stomy Bugsy, merci beaucoup pour cet entretien. Et puis, bah, écoute, le Revolver Lover, il est là. Et l'album, on l'attend. C'est quand tu veux. Il y a un titre déjà ou... L'album s'appelle Revolver Lover aussi. Très bien. Ouais, c'est un boom tout droit, Revolver Lover. Ça fait référence à mon passé, gangster d'amour. Merci à toute l'équipe. Merci à toi, Olivier. T'es important dans la culture. Merci. Eh ben, merci. Voilà, c'était le Rewind avec Stomy Bugsy. À bientôt sur sonvideo.com. N'oubliez pas, likez, abonnez-vous. À tout de suite. Ciao.